Bonjour, mon nom est Philippe Quesnel et je suis le président du Cercle québécois des affaires internationales. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui pour cette deuxième capsule vidéo du Cercle M. Jocelyn Coulon, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et ancien conseiller politique du ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion en 2016-2017. Bonjour, M. Coulon. Bonjour, M. Quesnel. L'actualité des dernières semaines a été marquée entre autres par la candidature du Canada pour l'obtention d'un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. En compétition avec l'Irlande et la Norvège, le Canada n'a toutefois pas été en mesure de convaincre un nombre suffisant d'États qui ont préféré les deux pays européens. C'est la deuxième fois consécutive que le Canada n'obtient pas de place au Conseil de sécurité. On se rappelle qu'en 2010, l'Allemagne et le Portugal étaient ressortis victorieux de la course. L'objectif de cette discussion avec M. Coulon est de comprendre un peu mieux le rôle du Conseil de sécurité pour ensuite nous livrer à une première autopsie du résultat du 17 juin dernier. Quelques questions en rafale sur la politique étrangère canadienne compléteront cette capsule vidéo. Monsieur Coulon, vous avez publié récemment un ouvrage intitulé « À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations unies ». On entend parfois dire que le Conseil de sécurité est une entité dysfonctionnelle et obsolète. Après tout, les 5 membres permanents ont un droit de veto, ce qui n'est pas le cas des 10 membres non permanents. Comment voyez-vous le Conseil de sécurité dans sa forme actuelle et quelle est son utilité? Alors, comme son nom l'indique, le Conseil de sécurité a la responsabilité principale, c'est ce qui est écrit dans la Charte des Nations unies, donc la responsabilité principale dans les questions de paix et de sécurité internationale. Théoriquement, l'ensemble des États membres de l'ONU et même à l'extérieur de l'ONU peuvent s'adresser au Conseil de sécurité pour recevoir une aide dans la gestion ou le règlement d'un conflit. Depuis 1945, une bonne partie des conflits internationaux se sont réglés ou ont été gérés par le Conseil de sécurité. Ce n'est pas arrivé dans tous les cas, vous le savez, je pense que les gens aussi le savent, que ce soit dans le cas du conflit israélo-palestinien ou la guerre du Vietnam, ou d'autres conflits qui ont parfois impliqué une grande puissance. J'ai à l'esprit, par exemple, l'Union soviétique qui envahit l'Afghanistan. Donc, le Conseil de sécurité n'est pas une instance parfaite, mais c'est celle que les membres des Nations unies se sont donnés pour tenter d'encadrer le comportement des États lorsqu'ils font face à des questions de paix et de sécurité. Et la conclusion que je tire dans mon livre sur le Conseil de sécurité, c'est que cette instance travaille bien et finalement se tire d'affaire. Alors, vous avez souligné d'entrée de jeu dans votre question que le Conseil était obsolète et je ne me souviens plus du deuxième qualificatif, mais dysfonctionnel. Dysfonctionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire obsolète? Ça voudrait dire que le Conseil ne représente plus la société internationale telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il faut rappeler que le Conseil a été créé en 1945 dans des circonstances particulières. Mais si vous regardez bien la composition du Conseil aujourd'hui, il s'agit des 5 grandes puissances qui ont un siège permanent. Ces grandes puissances étaient là en 1945 et quand on examine la situation, on se rend compte que c'est toujours les mêmes 5 grandes puissances et que dans le système international, à part l'Inde, il n'y en a aucune autre qui a le même statut de grande puissance. Donc,
Ceux qui disent que ces 5 puissances sont un peu dépassées se trompent. Quant aux 10 membres non permanents, ils continuent à représenter leur région parce qu'ils sont élus sur une base régionale. Et je crois que la réforme devrait porter sur l'élargissement du nombre de membres non permanents pour être plus représentative de la société internationale, parce que si nous ouvrons la négociation sur la réforme des membres permanents, nous entrons littéralement, nous tombons littéralement dans un panier de crabes, parce qu'il y a une foule de pays qui veulent être membres permanents, mais qui, à mon avis, n'ont pas les éléments de la puissance telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, il y a cet aspect de représentativité. L'autre aspect, c'est la paralysie du Conseil de sécurité. Moi, j'ai vu un Conseil de sécurité sur 75 ans, évidemment, j'ai examiné ce Conseil depuis 75 ans, qui travaille finalement assez bien, sauf sur quelques questions. Je prends l'année 2018 comme référence. Le Conseil a tenu 290 rencontres sur 365 jours, ce qui n'est pas si mal. Le Conseil a abordé 50 thématiques différentes et a adopté 50 résolutions sur ces thématiques, la plupart à l'unanimité. Ça veut dire que la Russie, les États-Unis et la Chine travaillent ensemble. Sur plusieurs questions comme la Syrie et la Palestine, le Yémen aussi, le Conseil n'a pas été en mesure de s'entendre. Donc, on ne peut pas dire que le Conseil est dysfonctionnel. Au contraire, sur de nombreux sujets, il est fonctionnel et il s'accorde pour adopter des mesures. Dans les jours qui ont suivi ce fameux vote du 17 juin, quantité d'articles ont été publiés pour expliquer les raisons pourquoi le Canada n'a pas réussi à convaincre ses pairs de lui accorder une place au Conseil de sécurité. Les raisons dans ces articles sont multiples: contributions insuffisantes à l'aide au développement et aux missions de paix de l'ONU, mauvaises relations avec certaines superpuissances comme la Chine et les États-Unis, prise de position pro-israélienne, modeste réengagement dans l'Afrique. Certains évoquent même que l'épisode du blackface de Justin Trudeau a nui à la candidature du Canada. Monsieur Coulon, comment expliquez-vous de votre côté ce résultat? Je pense que c'est un ensemble de facteurs qui expliquent l'échec du Canada au Conseil de sécurité. J'en ai parlé dans un article d'Options politiques qui sera distribué, je crois, à vos membres. C'est un article qui a été écrit avant le vote et qui décrivait finalement les obstacles auxquels était confronté le gouvernement canadien. J'en retiendrai sur ceux que vous avez soulignés, mais il y en a d'autres aussi. J'en retiendrai 2 qui me semblent se détacher des autres. D'abord, dans une campagne pour un siège au Conseil de sécurité, tout le monde le dit, il faut que le premier ministre et son ou sa ministre des Affaires étrangères soient engagés de façon personnelle et quotidienne pendant toute la campagne. C'est ce qui a fait le succès de Brian Mulroney à la fin des années 80 et de Jean Chrétien à la fin des années 90, à des moments où le Canada a remporté dès le premier tour, avec une majorité de 80% des votes, un siège au Conseil de sécurité. Or, en 4 ans de gouvernement, donc de 2006, c'est-à-dire au moment où le Canada pose sa candidature jusqu'au vote du 17 juin, le premier ministre et son ministre des Affaires étrangères, mais particulièrement Mme Chrystia Freeland, n'ont pas été engagés dans cette campagne. On a vu le premier ministre être là à partir du mois de janvier, où il s'est démené, il est allé faire un saut de puce en Afrique, il a parlé à de nombreux chefs d'État, il a présidé des conférences internationales, mais à l'évidence,
ça n'a pas impressionné la communauté internationale, puisque le Canada a obtenu 108 voix sur 192 disponibles, c'est-à-dire une performance pire que les conservateurs en 2010, et il a été éliminé au premier tour, ce qui n'avait jamais été le cas en 75 ans de présence aux Nations unies. Ça, c'est la première raison. La deuxième, elle est structurelle. Nous sommes membres d'un groupe régional que l'on appelle Europe de l'Ouest et autres pays. Les autres pays étant le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et Israël. Or, on s'aperçoit depuis une vingtaine d'années que les pays européens votent essentiellement pour les candidats européens et que c'est de plus en plus difficile, non seulement pour le Canada, mais pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande d'être élus au Conseil. On ne parle pas ici d'Israël, qui n'a jamais été élu au Conseil de sécurité. Donc, il faut se poser la question suivante. Est-ce que nous sommes toujours dans le bon groupe politique où il serait temps aujourd'hui de se retirer de ce groupe et de demander notre adhésion au groupe Amérique latine et Caraïbes? Parce qu'après tout, depuis 20 ans, le Canada est membre de l'Organisation des États américains. Et si on est membre de cette organisation, eh bien, logiquement, on devrait appartenir au groupe Amérique latine et Caraïbes. Vous disiez tout à l'heure que c'était très difficile, un panier de crabes, pardon, d'apporter des changements au Conseil de sécurité, notamment pour les membres permanents, que le Canada change de groupe. Techniquement, est-ce que c'est possible de changer de groupe? Comment doit-il s'y prendre pour appartenir à ce groupe des Caraïbes et de l'Amérique latine qui ne couvre pas l'Amérique du Nord, là, si je comprends bien? Oui. Donc, les groupes régionaux ne sont pas inscrits dans la Charte des Nations unies. Donc, il n'y a pas à y avoir de modification constitutionnelle, si je peux m'exprimer ainsi, pour sortir d'un groupe et joindre un autre groupe. C'est un gentleman agreement entre les États pour mieux compétitionner dans des élections pour justement des sièges au Conseil de sécurité, mais dans d'autres comités des Nations unies. Donc, par exemple, Israël n'était membre d'aucun groupe jusqu'en 2000. Et en 2000, elle a demandé son adhésion au groupe Europe de l'Ouest et elle a été invitée à adhérer. Les États-Unis ne sont membres d'aucun groupe au sein des Nations unies. Donc, le Canada pourrait tout simplement se retirer du groupe, mais évidemment, il faudrait qu'il ait négocié avec les Sud-Américains et les États des Caraïbes pour pouvoir adhérer à ce groupe en faisant valoir qu'il est un membre de l'Organisation des États américains et que ça devrait lui permettre de joindre ce groupe. Évidemment, les Sud-Américains devront réfléchir à deux fois parce qu'ils ont 2 sièges au Conseil de sécurité. Alors, il y a une trentaine de pays, 32 pays membres du groupe latino-américain. Est-ce qu'ils veulent un autre membre qui pourrait, une fois de temps en temps, occuper un des 2 sièges? C'est à eux de décider. Si on regarde maintenant pour l'avenir, la campagne du Canada pour obtenir un siège au Conseil de sécurité a commencé il y a 4 ans, en 2016. Vous me corrigerez si je me trompe. Malgré ce qu'on peut dire sur l'efficacité de cette campagne, elle a nécessité beaucoup d'énergie et d'argent. À votre avis, est-ce que le Canada devrait tenter à nouveau sa chance pour un siège pour 2031-2032? Autrement dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? D'abord, en ce qui concerne l'énergie, je vous dirais qu'elle n'est pas venue du bureau du premier ministre ou de la ministre des Affaires étrangères de l'époque, parce que je pense qu'on ne peut pas reprocher à M. Champagne d'avoir essayé de sauver les meubles au cours des 7 mois, ou depuis 7 mois qu'il est ministre des Affaires étrangères. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'énergie de ce côté-là.
L'énergie est venue d'abord et avant tout de notre corps diplomatique, qui est celui qui a tenté de convaincre les États de voter pour le Canada. En ce qui concerne les ressources, 2 millions de dollars, ce n'est pas grand-chose pour une campagne de cette envergure. Il y a des pays qui dépensent bien plus d'argent pour ça. Je pense que ça vaut toujours la peine de tenter d'être élu. Évidemment, il s'agit aussi de choisir la bonne date. Le problème avec le choix de 2020, c'est que le Canada savait très bien qu'il y avait 2 pays européens en candidature. Et donc, il arrivait comme 3e joueur. Ça s'est déjà vu par le passé et ça n'a jamais causé de problème parce que le Canada avait un programme, parce qu'il y avait une politique étrangère qui était lisible et que les États de la communauté internationale étaient en mesure de s'identifier. Alors, visiblement, celle-ci, il y a bien des États qui se sont dit, nous, on ne reconnaît pas le Canada sur la scène internationale. On estime que l'Irlande et la Norvège ont une empreinte bien plus internationaliste et multilatéraliste que le Canada. Peut-être qu'aussi, certains États se sont dit, si on donne notre vote au Canada, ça risque d'être un vote de plus pour les États-Unis au Conseil de sécurité. Mais bon, il s'agit de savoir si c'était un des éléments qui a forcé certains pays à voter contre le Canada. Et je pense que ça vaut toujours la peine de se présenter, mais il s'agit encore là de choisir la bonne année et d'avoir un vrai programme de politique étrangère. Alors, il est possible que le Canada, avant 10 ans, avant 2031, puisse, pour une année particulière, une année opportune, présenter sa candidature. C'est toujours possible, c'est toujours possible. Il s'agit de voir qui sont en lice pour chaque année des 10 prochaines années. Bien. En guise de conclusion, j'aimerais vous demander à quoi devons-nous nous attendre de la politique étrangère canadienne dans un contexte de gouvernement minoritaire et de pandémie? Sur quel dossier le ministre François-Philippe Champagne devrait-il se concentrer à court et moyen terme? Je pense que la première chose que M. Champagne devrait faire, c'est d'abord de s'assurer que le ministère des Affaires étrangères soit bien financé et que notre diplomatie soit visible sur tous les continents. Au cours des 15 dernières années, nous avons fermé 5 ou 6 ambassades en Afrique, alors que la Norvège et l'Irlande en ont ouvert. D'ailleurs, aujourd'hui, la Norvège, un petit pays de 5 millions d'habitants, a autant d'ambassades que le Canada en Afrique, qui est un pays quand même de 38 millions d'habitants. Donc, on a un problème ici, parce que historiquement, le Canada a toujours été présent en Afrique, a toujours eu une très bonne réputation. Et il ne faut jamais oublier que l'Afrique, c'est le premier bloc politique à l'Assemblée générale des Nations unies et que les Africains ont tendance à voter tous de la même façon parce qu'ils ils s'entendent avant d'arriver à l'Assemblée générale pour choisir un candidat. Donc ça, c'est une première chose à faire, remettre à niveau la diplomatie canadienne, le corps diplomatique canadien, pour qu'il puisse être très présent sur la scène internationale. Le deuxième aspect, c'est d'arrêter de faire des beaux discours et de passer à l'action. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui se sont dit, au cours des 4 dernières années, oui, on a vu M. Trudeau partout. Il a prononcé de beaux discours sur la diversité, sur les droits humains, sur l'égalité, etc. Mais où est l'action concrète? Et vous savez, lorsque vous voulez être membre du Conseil de sécurité des Nations unies, vous devez vous engager dans les questions de paix et de sécurité des Nations unies, pas de l'OTAN. On est membre de l'OTAN, bien sûr, il faut faire notre contribution, mais l'ONU attend une contribution spécifique pour ces opérations de maintien de la paix. Et il y a de nombreux pays qui ont dû se dire, un des critères pour être élu au Conseil de sécurité, c'est la participation aux opérations de paix. Ils ont vu la liste, le Canada a 35 casques bleus, l'Irlande en a 450.
Donc, s'ils sont logiques avec eux-mêmes, ils ont voté pour l'Irlande parce que le Canada n'était pas à la hauteur. Donc, lorsqu'on s'engage sur la scène internationale, il faut, oui, faire des discours, mais passer à l'action. C'est très important. Troisième chose, être modeste dans nos ambitions. Arrêter de penser que parce que nous sommes membres du G7, du G20, du Commonwealth, de la francophonie, nous sommes un joueur essentiel. À l'évidence, il y a une centaine de pays à l'Assemblée générale qui pensent que nous ne sommes pas un joueur essentiel, puisqu'ils n'ont même pas voté pour nous, ni au premier, il n'y a pas eu de deuxième tour, alors qu'en 2010, il y avait eu au moins un deuxième tour. Donc, soyons modestes aussi dans ce que nous voulons accomplir sur la scène internationale. Je pense que c'est les trois éléments que je retiendrai. La crise actuelle induite par la COVID-19 constitue-t-elle une occasion de réhabiliter en quelque sorte le multilatéralisme? Bien, je pense que la crise s'est déroulée en deux temps si on la regarde à travers le prisme du multilatéralisme. Les États ont d'abord réagi individuellement et c'est un peu normal. La peste est arrivée et quand la peste arrive, les individus comme les États veulent se défendre, veulent construire un mur, ne veulent pas de contact avec les autres parce qu'ils veulent survivre. Alors, on ne connaissait pas l'ampleur de cette maladie et ça a été une réaction très primaire. Et je pense qu'avec les semaines, s'est développé le réflexe que nous étions tous concernés et qu'il fallait développer des pratiques multilatérales pour stopper la propagation du virus. Et là, on s'est remis à travailler ensemble de façon régionale d'abord, puis ensuite de manière internationale, d'où la réintégration, si je peux dire, de l'Organisation mondiale de la santé dans le jeu, parce que c'est l'organisation qui a été créée par nous pour nous aider à lutter contre les pandémies. Je crois que le multilatéralisme n'est pas mort, mais les États-Unis, mais d'autres pays aussi, manipulent ce multilatéralisme à leur fin. C'est un multilatéralisme à la carte. Les États-Unis, c'est vrai, se sont retirés de l'UNESCO et de l'Organisation mondiale de la santé, ont retiré leur signature de l'accord de Paris, mais ils sont toujours membres de l'ONU, ils sont toujours membres de centaines d'autres organisations internationales. Et donc, ils continuent dans cette veine parce que je pense qu'ils réfléchissent aussi et ils se disent qu'il y a de nombreuses organisations qui sont nécessaires à la vie internationale. Mais soyons honnêtes, le multilatéralisme est ébranlé et il faut certainement retisser les liens pour le renforcer. L'activité tire déjà à sa fin. J'aimerais remercier Jocelyn Coulon pour ses réponses éclairantes en regard du Conseil de sécurité des Nations unies et de la politique étrangère du Canada. Je vous invite à vous rendre sur le site web du Cercle québécois des affaires internationales pour suivre nos prochaines activités qui, jusqu'à nouvel ordre, se dérouleront dans le monde virtuel. Au revoir et merci. Merci.